C'est vraiment un honneur pour moi d'être à l'Institut du monde arabe. Je vais essayer comme l'a dit Stella, donc je termine actuellement une thèse sur le mouvement des femmes dans l'Irak post-Saddam, c'est-à-dire le mouvement des femmes en Irak sous l'occupation. Donc je vais essayer, et quand je travaillais en fait à cet ouvrage, donc qui est un ouvrage collectif, Féminisme islamique, j'étais pendant 2 ans à Bagdad, sur mon terrain. Donc je vais essayer un petit peu de nourrir la réflexion pour essayer de compléter aussi les présentations, à travers l'exemple de l'Irak, pour mettre un petit peu en complexité ce mouvement transnational qu'est le féminisme ou les féminismes islamiques. Mais pour commencer, avant toute chose, je voudrais, alors quand je vois justement que les salles sont toujours pleines à craquer quand je présente le livre, ça me fait très plaisir, c'est sûr, et ça me fait très plaisir qu'on a été en rupture dès 1 mois et demi après avoir été publié, mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'il y a tellement de questionnements, et je ne voudrais surtout pas que cet ouvrage serve à nourrir une forme, je dirais, d'orientalisme inversé. Je voudrais toujours commencer par dire que poser la question on se pose pas, c'est pas naturel, on se pose pas la question chaque matin, les femmes musulmanes sont-elles opprimées? L'islam opprime-t-il les femmes? Il faut vraisemblablement commencer toute énonciation qui associe les termes femme et islam par la déconstruction de l'évidence de la pertinence d'un tel sujet. C'est-à-dire que traiter de la femme en islam, s'interroger aujourd'hui sur le statut des femmes musulmanes, c'est le fruit d'une élaboration historique. Est-ce qu'on s'interroge autant? Est-ce qu'on voit écrit dans les médias ou dans la presse sur, je ne sais pas, les femmes en chrétienté ou la femme dans le judaïsme, par exemple? Donc on voit bien qu'il saute aux yeux que seules les musulmanes, particulièrement elles en tout cas, sont désignées par leur religion, c'est-à-dire qu'on impute à l'islam une influence fondamentale sur leurs conditions de vie. Et plus largement, on désigne par le vocable de monde musulman cet ensemble de pays, de langues et de cultures très différentes qui s'étendent sur plusieurs continents. Donc on fait fi de la diversité et de la complexité sociologique des sociétés majoritairement musulmanes, mais aussi des facteurs socio-économiques et historiques, et on considère que l'islam serait la cause fondamentale du sous-développement, de l'archaïsme, de l'inégal statut de la femme musulmane dont on parle toujours au singulier. Donc on considère que finalement l'islam expliquerait tout, que pour comprendre les musulmans, il faudrait lire le Coran. Donc quand on regarde cette réalité, on constate vraiment l'actualité toujours prégnante des travaux d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, qui ont montré comment a été construite l'image repoussoire d'un Orient caractérisé par l'archaïsme et l'obscurantisme pour créer celle d'un Occident progressiste, moderne et égalitariste. Et cette représentation de l'Orient a permis de justifier la domination coloniale, présentée comme une mission de civilisation. Donc Edouard Saïd a bien montré dans ses travaux comment, en prenant aussi l'exemple de la question du voile, comment justement ce thème de l'oppression de la femme musulmane a été le fer de lance qui a pu justifier la domination coloniale. On a aussi l'ouvrage de Frantz Fanon, enfin les travaux de Frantz Fanon, mais l'ouvrage L'an 5 de la révolution algérienne, en particulier celui qui parle qui décrit une espèce de bataille du voile, où il parle justement de ces mises en scène, comme tu disais Stella, des cérémonies de dévoilement sur la place publique à Alger. Donc, cet argumentaire de l'émancipation et de la libération des femmes musulmanes a été central durant la colonisation, et il a servi d'assise à la prétention à civiliser le monde musulman. Et les termes de la bataille du voile décrite par Edouard Saïd et Frantz Fanon résonnent de manière saisissante dans la façon dont le voile, et plus largement la question de la femme en islam, est posée encore aujourd'hui. On a les travaux de Leila Ahmed, notamment son dernier ouvrage « A Quiet Revolution », qui montre de manière très claire les termes des controverses, qui parlent justement de la controverse actuelle, des controverses actuelles sur les thématiques des femmes musulmanes. Et elle montre très bien comment la manière dont on pose les choses aujourd'hui, c'est vraiment issu d'un héritage colonial qui a été élaboré au XIXe siècle, donc une vision construite sur le monde musulman. Et Leila Ahmed, elle montre que le voile, que la manière dont le voile est défini, redéfini, contesté et revendiqué aujourd'hui, y compris par un certain nombre de musulmans, est lié aussi, en grande partie, à sa désignation dans le discours colonial comme symbole de la nature oppressive, patriarcale et obscurantiste de l'islam. Et c'est très intéressant de voir donc que dans l'Égypte de la fin du XIXe siècle, alors que le voile était porté par la quasi-totalité des femmes, donc chrétiennes, musulmanes et juives, seul le voile porté par les musulmanes va être désigné donc, par le colon comme symbole de l'oppression des femmes. Donc, une fois qu'on a dit ça,
Alors, ça va paraître être un raccourci, mais il me semble qu'il n'est pas anodin aussi de dire que ce Lord Cromer, donc qui était celui qui était chargé de l'administration de l'Égypte sous le temps de l'empire de la colonisation britannique donc en Égypte, ce Lord Cromer qui appelait au dévoilement des femmes musulmanes, était en même temps président et membre fondateur de la Ligue masculine contre le suffrage féminin. Donc je vais faire peut-être un raccourci un peu rapide, mais il n'est pas non plus anodin qu'en 2004, en France, une Assemblée nationale constituée de près de 90% d'hommes ait voté une loi interdisant le port du foulard islamique en la présentant comme une loi de défense des droits des femmes. Donc la prégnance de ce discours, instrumentalisant le féminisme à des fins coloniales et impérialistes, est saisissante dans la période qui a suivi le 11 septembre 2001, où on a eu l'administration américaine notamment, sous Bush, donc, qui va justifier ces guerres impérialistes en Afghanistan et en Irak, sous couvert donc de libérer les femmes et de démocratie. Et donc en Irak, c'est surtout l'argument de la démocratie qui a été utilisé. C'était un peu difficile pour un pays où on avait jusque dans les années 80 les femmes les plus instruites du monde arabe de faire croire que les femmes irakiennes n'allaient pas à l'université. Pourtant, c'est effectivement ce qui a été dit et prétendu pendant la préparation en 2002. Il y avait des organisations d'exilés politiques irakiens aux États-Unis qui avaient prétendu que les femmes irakiennes n'allaient pas à l'université sous Saddam Hussein. Donc cet argument de l'émancipation de empowering women, c'est ça qui a été utilisé après 2003, donc après l'occupation américaine. On a eu des milliers, si ce n'est pas des millions de dollars qui ont été déversés en Irak dans des campagnes qu'on a appelées gender mainstreaming campaigns, c'est-à-dire des campagnes qui visaient à mettre à la visibilité des femmes sur la scène politique donc en Irak. Donc on peut dire, pour clore ce chapitre qui contextualise un petit peu ce débat, que cette célèbre formule de Gayatri Spivak qui dit « White men are saving brown women from brown men », c'est-à-dire ces hommes blancs qui sauvent les femmes bronzées des hommes bronzés, malheureusement, cette formule sonne toujours aussi juste, d'autant plus qu'il s'agit bien souvent d'hommes qui se découvrent féministes que lorsqu'il s'agit du sexisme des autres. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le féminisme islamique ou les féminismes islamiques, c'est un sujet qui est controversé et contesté. D'un côté, par celles et ceux parmi les féministes qui considèrent la religion, tout particulièrement l'islam, comme antinomique à l'émancipation des femmes, donc toutes les religions seraient patriarcales, mais la religion musulmane par-dessus tout, et la lutte pour l'égalité des sexes passerait nécessairement par une mise à distance du religieux. De l'autre, un certain nombre de musulmans considèrent qu'il s'agirait d'une occidentalisation de l'islam, et appréhende la pensée musulmane comme un cadre fini, hostile à toute dynamique de renouvellement et de relecture. Donc c'est finalement face à un même essentialisme que se retrouve le féminisme musulman, celui qui définirait l'islam comme une réalité statique, fondamentalement dogmatique, intrinsèquement sexiste, et le féminisme comme un modèle unique, avatar d'une modernité occidentale normative. Pourtant, pour ce qui est de sa formulation en des termes modernes, on peut considérer qu'il y a bien eu un féminisme endogène aux sociétés musulmanes, tout d'abord en tant que mouvement intellectuel réformiste musulman dans la fin du XIXe siècle, puis sous la forme de mouvements sociaux dans le contexte des luttes nationalistes et anticoloniales du début du XXe siècle. Donc on connaît, pour ceux qui... Jamal Eddin El-Afghani ou Mohamed Abdou qui ont justement parlé d'ijtihad et ont essayé d'introduire un petit peu cette idée de contextualiser les textes, d'évoluer avec le contexte, de penser l'islam comme quelque chose de dynamique, comme un cadre dynamique. Et donc à la faveur du réformisme musulman, et bien qu'il fût influencé par effectivement les idées occidentales, le féminisme tel qu'il s'est exprimé dans les sociétés musulmanes n'a pas succédé, encore moins suivi le féminisme européen, mais il est né au même moment. Et c'est très important de le dire, il s'est exprimé à travers une posture anticoloniale et nationaliste. Et donc des figures nationalistes et féministes, par exemple en Égypte, donc c'est le cas c'est le pays qui a été le plus étudié en la matière. Donc des figures nationalistes et féministes qui sont souvent identifiées comme laïques ont pourtant, dès cette époque, accordé beaucoup d'importance aux référentiels religieux et se sont nourris de la pensée développée par les penseurs réformistes musulmans pour défendre l'idée des droits des femmes. En Irak, on a eu la formation de la première association féminine irakienne qui était Nahdin Nahr al-Nisa'i en 1923
Et c'est très intéressant que l'une des fondatrices de Nadi al-Nahda al-Nasa'i était la femme de Cheikh Ahmed Daoud, donc c'était un alim, c'était un savant religieux. Et celle d'ailleurs qui a écrit l'ouvrage Awwal al-Tariq fi al-Nahda al-Nasawiyya fi al-Iraq, qui veut dire les premiers jalons de la renaissance féminine en Irak, et Sabiha Cheikh Daoud, donc la fille du Cheikh Daoud, et dans cet ouvrage qui retrace toute l'histoire du mouvement des femmes irakiennes jusqu'en 1959, Sabiha, on voit bien que l'argumentaire religieux et l'argumentaire développé par les réformistes musulmans est très utilisé donc par ces figures féministes. Dans les années 50 d'ailleurs, en prenant l'exemple de l'Irak, quand il y aura l'adoption du code du statut personnel irakien en 59, il y aura justement l'utilisation des textes de jurisprudence sunnites et chiites pour adopter un code qui à cette époque était l'un des plus progressistes de la région. Donc plus tard, dans le courant des années 1970, on voit apparaître dans les sociétés majoritairement musulmanes de nouvelles figures féminines, souvent proches de la militance islamiste. Celles-ci vont développer de nouvelles pratiques et un discours sur les femmes en plaçant le référent religieux au premier plan dans leur défense d'une identité féminine musulmane. Alors là, on peut reprendre aussi les propos de Zimam al-Husseini qui décrit le féminisme islamique comme l'enfant illégitime de l'islamisme, c'est-à-dire que avec justement cette arrivée des mouvements islamistes et donc l'islam qui arrive sur la scène publique. Donc on va avoir deux phénomènes qui vont avoir lieu, qui vont marquer cette évolution du discours sur les femmes en islam et les pratiques militantes musulmanes. D'une part, l'élévation du niveau d'instruction des femmes à l'échelle du Moyen-Orient. Donc de plus en plus d'entre elles ont accès à l'université. D'autre part, aussi la nature du discours islamiste dans sa remise en question de l'islam de pouvoir, sa capacité à démocratiser le discours religieux et à rendre légitime à savoir alternative développée par des penseurs dont le discours et le profil diffèrent de la trajectoire classique des écoles islamiques. Donc comme le dit très justement la féministe musulmane Zaina Anwar dans son article dans l'ouvrage, elle dit justement les musulmanes éduquées, diplômées des universités ne se satisfont plus du discours islamique traditionnel et posent des questions à l'orthodoxie religieuse. Donc cette vulgarisation du savoir religieux et son expression dans d'autres termes que ceux des écoles islamiques traditionnelles à travers les discours des islamistes a rendu possible une forme de réappropriation du savoir religieux par les femmes. Et ce phénomène va s'accentuer dans les années 80 et 90 dans les sociétés majoritairement musulmanes. On va avoir ce que décrit Niloufer Guelleh, ce qu'elle nomme moderne mahram, c'est-à-dire des figures musulmanes qui allient pratique orthodoxe de l'islam et modernité affichée. Et il va se produire le passage d'un discours féminin de défense de l'islam à un discours féministe développé à l'intérieur du cadre religieux musulman. C'est-à-dire qu'à mesure que les femmes deviennent plus éduquées, qu'elles s'approprient le savoir religieux, et que des discours aussi islamiques alternatifs à la faveur des courants islamistes se démocratisent, le féminisme islamique se développe en tant que discours intellectuel et sous la forme de pratiques militantes chez des femmes islamisées. Maintenant, pour ce qui est de la dynamique féministe musulmane, ou je dirais de l'émergence de ce concept, c'est vrai que les espaces où l'association des termes féminisme et islam et l'élaboration théorique de ce qui est communément appelé le féminisme islamique, c'est vrai que ça a été surtout abordé à partir des années 90 dans des milieux intellectuels universitaires, au demeurant assez élitistes. Mais en deux mots, si on voulait décrire cette dynamique, ouais, le féminisme islamique tel qu'il a pris donc forme ces 20 dernières années désigne ce mouvement transnational qui s'inscrit dans la continuité de la pensée réformiste musulmane qui a émergé à la fin du XIXe siècle, qui appelle donc à un retour aux sources de l'islam, donc Coran et Sunna, tradition prophétique, afin de le débarrasser des lectures et interprétations sexistes, trahissant l'essence libératrice du message de la révélation coranique, et appelant à l'utilisation de l'outil de l'ijtihad, permettant d'appréhender l'islam en rapport avec l'évolution du contexte. Donc ce qui est dit clairement par les féministes musulmanes, c'est que l'islam originel, donc ce qui est décrit comme l'islam originel, ne fait pas la promotion d'un quelconque patriarcat, mais au contraire promeut l'égalité des sexes. Donc elles appellent à une lecture, ainsi qu'à une relecture des sources de l'islam, en faisant appel aux sciences sociales pour en extraire les principes d'égalité et de justice, et en distancier les interprétations qui ont été élaborées à travers le temps à partir d'une grille de lecture machiste et patriarcale, dont notamment le fiqh, la jurisprudence musulmane, a hérité.
Donc globalement, parce que j'ai pas beaucoup, je vais finir assez vite, il y a je dirais trois domaines de travail dans lequel ce mouvement féministe donc a développé le mouvement féministe musulman ces 25 dernières années. Le premier, rapidement, c'est une révision de la jurisprudence islamique, une relecture du tafsir, les exégèses et commentaires coraniques. On peut citer par exemple comme plateforme transnationale la plateforme Moussawa. On peut citer comme intellectuelle Asma Lamrabat par exemple, qui aujourd'hui préside à l'intérieur de l'Union des ulama du Maroc. Elle est chargée du centre de recherche sur les femmes. Maintenant, un deuxième niveau de travail, c'est la production d'un savoir nouveau à travers la réécriture de l'histoire des femmes musulmanes, la réhabilitation de leur place et de leur rôle dans l'historiographie musulmane, ainsi qu'un travail de révision de l'histoire islamique d'un point de vue féminin et féministe. À ce propos, on peut citer les travaux, par exemple, de Saadi Yacher, qui est aussi une membre active du réseau Moussawa, ou les travaux de Mohamed Akram el-Nadawi, comme son livre El-Muhaddithat. Et le troisième niveau, qui est pour moi le niveau le plus fondamental, qui est l'élaboration d'une pensée féminine et féministe musulmane globale, qui serait axée sur ce principe du monothéisme musulman, du tawhid. C'est-à-dire qu'il y aurait cette idée que le tawhid, donc l'unicité de Dieu, donc impose une égalité. Toute forme de domination, toute forme d'oppression serait une appropriation d'un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Donc il y a cette idée qui est développée je dirais, un féminisme qui part vraiment de cette quête spirituelle de l'unicité de Dieu. Donc pour faire vite, s'il faut juste décrire en termes de mouvement national et transnational, il faut aussi différencier les stratégies. Je dirais que c'est pas la même chose, et c'est pour ça que je parle des féminismes islamiques au pluriel. Quand on se trouve dans des contextes où l'islam est le référent majeur, les stratégies, on peut parler stratégie féministe musulmane, c'est-à-dire que le référentiel religieux va être utilisé, par exemple, en Irak, en ce qui concerne les codes le code du statut personnel irakien. Donc il y aura une utilisation stratégique du référentiel religieux dans des contextes où c'est un référentiel qui s'impose. Mais c'est pas la même chose, il me semble, de parler de stratégie féministe musulmane en Europe, par exemple, ou en Occident. Et d'ailleurs, c'est là où ça a été, où académiquement, en termes de production académique, le féminisme islamique a été extrêmement développé, où là, on a vraiment une démarche, je dirais, de femmes croyantes, qui partent aussi donc qui articulent foi et engagement politique autour justement de ce que je décrivais, cette idée de tawhid, de partir du spirituel pour aller vers l'engagement pour la justice et l'égalité. Et donc, en 2 mots, à mon sens, ce qu'apporte le féminisme ou les féminismes islamiques, je dirais au féminisme en général, je dirais que dans sa remise en cause de la doxa féministe, en revendiquant une reconnaissance de la pluralité des modalités d'émancipation féminine, le féminisme islamique se situe dans la lignée de la critique féministe postcoloniale et du black feminism, du féminisme africain-américain. Donc la critique féministe postcoloniale guidée par le lien conceptuel racisme, impérialisme, colonialisme a vigoureusement critiqué la prétention d'un certain féminisme colonial ou néocolonial à déterminer pour les femmes du Sud les modalités de leur émancipation. Donc il y a cette idée qu'on ne peut pas imposer un agenda prédéfini sur des contextes différents. Et de la même manière, pour les féministes noires, ce qui a été appelé the power of sisterhood, donc cette idée de sororité, s'arrête là où le mouvement féministe lui-même est porteur de racisme et où les conditions de vie différentes des femmes imposent des revendications divergentes. Donc l'imbrication de l'antiracisme à l'antisexisme, c'est à mon sens une posture majeure qui réunit le féminisme africain-américain, anticolonial et musulman. Et je dirais aussi, alors ce qu'introduit de fondamental, je dirais, le féminisme islamique à l'intérieur du féminisme en général ou des féminismes en général, c'est cette idée aussi que l'engagement politique peut partir du spirituel. C'est-à-dire on peut partir d'une tradition spirituelle, d'une quête de Dieu, de cette unicité de Dieu, pour articuler une lutte politique pour la justice et l'égalité. Est-ce que j'ai encore 1 minute ou j'ai... D'accord. Alors je vais juste dire qu'il me semble, il est important, j'ai pas pu trop développer sur l'Irak, mais si peut-être au moment des questions. Donc il me semble qu'il est important de placer ce concept de féminisme islamique dans ces différentes réalités. De montrer sa complexité, sa diversité, c'est-à-dire que les stratégies féministes musulmanes ne sont pas identiques selon les contextes. Et c'est pour cela qu'il me semble toujours important d'en parler au pluriel, pour dire essentiellement qu'il y a des féminismes et des utilisations différentes du référentiel religieux, que ce référentiel religieux s'articule toujours dans un contexte social, économique, politique particulier. Et donc, si on oublie ça, à mon sens, si on se limite à l'analyse en termes de variables religieuses, on risque aussi de tomber dans une forme d'orientalisme inversé,
Donc, parce qu'encore une fois, ce n'est pas, et ce sera mon dernier mot, en lisant le Coran que l'on comprend quoi que ce soit à ce que sont les musulmans.